Voilà, démarrons. Comme ça, avec un peu de chance, vous pourrez avoir un temps de discussion avec nos intervenants de cet après-midi. Et rapidement, je me présente, Hugues Sibyl. J'anime cette table ronde au titre de ma présidence du Labo de l'ESS, le think tank de l'économie sociale et solidaire. J'ai un parcours dans ce monde-là. J'ai été vice-président du Crédit Coopératif et président de sa fondation pendant assez longtemps. Le Labo de l'ESS, donc, c'est un think tank qui travaille sur un certain nombre de sujets, dont des sujets proches de ceux de cet après-midi, avec une entrée économie sociale et solidaire, mais pas uniquement. Donc on a travaillé sur la gouvernance d'entreprise, l'économie sociale, un beau sujet, la responsabilité territoriale des entreprises, la question des low-tech, enfin bon, beaucoup de sujets. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur notre site. Je vais vous redire, parce que j'ai le souci en animant une table ronde quand même d'être le plus fidèle possible au titre qui est donné à la table ronde et aux intervenants. Quelquefois on part dans le sujet, finalement on a oublié le titre. Entreprise et biens communs, une autre idée de la performance. Donc j'imagine que les organisateurs du Salon Pro Durable, quand ils ont choisi ce titre, ils ont réfléchi à chacun des mots qui sont là, hein, entreprise et biens communs, une autre idée de la performance. Dans un contexte que je ne vais pas détailler, mais dans lequel il y a à l'évidence une actualité forte, une activité institutionnelle depuis un moment, en particulier avec la loi Pacte, la montée des entreprises à mission, les raisons d'être, je pense qu'on va en parler, des obligations sur des redditions de comptes extra-financiers, des choses qui se passent dans le monde de l'économie sociale et solidaire avec quelque chose que vous n'avez peut-être pas noté, mais qui pour moi est très important, qui est un plan d'action européen en faveur de cette économie sociale et solidaire. Ce n'était pas arrivé depuis très très longtemps. Voilà, donc il y a une actualité qui est très forte. Bien sûr, une actualité aussi, j'allais dire presque conceptuelle, parce que comme je suis un vieux routier de tout ça, je vois qu'il y a des concepts qui arrivent et qui chassent un peu le précédent. Donc là, on est sur un concept de bien commun, mais aujourd'hui, il y a sur la place des concepts de transition, de sobriété, etc., qui sont là. Donc ce serait intéressant, d'intérêt général que j'oubliais, ce serait intéressant de vous entendre, et notre premier orateur aura le rôle de nous fixer un peu peut-être ce cadre sur la notion de bien commun. Voilà. Et puis il y a aussi une actualité peut-être de méthode, mais pour moi, l'essentiel peut-être de cette actualité, c'est ce qui se passe sur les enjeux aujourd'hui, d'abord sanitaires il y a quelque temps, climatiques aujourd'hui, qui modifient quand même tellement le paysage que ce sujet de la performance, par exemple, enfin, je pense qu'on ne peut pas en parler aujourd'hui comme on en aurait parlé il y a 3 ans. Ou alors, à mon avis, on est à côté de la plaque. Voilà. Même, je dirais même, par rapport à il y a 1 an à Pro Durable, on ne peut plus parler du sujet de la même manière parce que les problèmes sont plus lourds, la prise de conscience des problèmes est plus importante. Voilà. Alors, pour parler de ce sujet, nous allons avoir donc quatre intervenants. Maurice Thévenet, qui est titulaire de la chaire à l'ESSEC intitulée Entreprises et biens communs. Donc lui, alors, il est vraiment le spécialiste du sujet, en tout cas au plan académique, et aussi par sa connaissance des entreprises. À ma gauche, Muriel Barnéou. On a essayé de se mettre dans l'ordre des photos, donc normalement vous pouvez suivre. Muriel Barnéou, qui est au groupe La Poste, directrice de l'engagement sociétal, une très très grande maison avec évidemment des enjeux tout à fait considérables. Anne Ramon, qui est à côté d'elle, qui est directrice de la communication et de la RSE chez Malakoff Humanis, donc une entrée mutualiste de l'entreprise qui évidemment va nous intéresser beaucoup avec des enjeux sur la santé. Et Youssef Achour, qui est président du groupe HOP, que vous connaissez peut-être, excuse-moi Youssef, mais davantage sous son ancien nom de chèque déjeuner, et comme il nous le disait tout à l'heure en attendant, qui est un opérateur international des titres restaurants, qui a 1/3 de son chiffre d'affaires en France et 2/3 à l'international, donc qui est une entreprise coopérative de l'économie sociale, mais qui a un développement et un rayonnement remarquable. Voilà, donc on va essayer de tenir les délais. C'est une dizaine de minutes d'échange avec chacun des intervenants. Et puis j'espère que vous pourrez réagir, poser des questions. Donc on va essayer de faire ça de manière... Puisque je crois qu'il y a un autre débat en suivant dans la salle et donc on ne pourra pas trop prolonger. Maurice Thévenet, c'est vous qui démarrez. Vous avez un micro devant vous. Et donc, monsieur le professeur à l'ESSEC, c'est quoi entreprise et biens communs ? Eh bien, entreprise et biens communs, c'est la paix juste et durable. Voilà, vous avez une autre question ? Non, sérieusement, rassurez-vous.
Non, cette notion de bien commun, écoutez, comme vous l'avez un petit peu suggéré en introduction, est bien dit qu'on observe dans notre monde des concepts qui arrivent, qui s'imposent. Ce qui est intéressant avec celui du bien commun, c'est que quand vous vous référez à un rapport du Conseil d'État de 99, enfin 1999, donc c'est quand même pas trop vieux, malgré l'âge moyen, si vous voulez, de ce salon. On considère que les auteurs, les rédacteurs du rapport considèrent que cette notion de bien commun est quelque chose de totalement dépassé, de totalement suranné, et que finalement, les raisons pour lesquelles c'est dépassé et suranné, c'est que la notion a des connotations morales et religieuses qui n'ont plus raison d'être à la fin du XXe siècle. Alors, c'est quand même intéressant parce que vous aurez remarqué qu'en 22 ans, il n'y a pas eu un processus de conversion massif, ni forcément une tendance à la moralisation croissante de nos sociétés. Donc on peut se poser la question de savoir, mais comment se fait-il que cette notion qui était très très marquée, finalement, revienne? La meilleure preuve qu'elle revienne, c'est que c'est le sujet d'une des tables rondes en caractère gras sur le programme. Donc ça montre quand même l'importance. L'importance, oui. Nous sommes une table ronde importante, oui, absolument. Alors c'est vrai que le Conseil d'État, bien évidemment, proposait plutôt la notion d'intérêt général, opposait au bien commun la notion d'intérêt général, mais un intérêt général qui, bien évidemment, est la vocation avant tout de l'État et pas des autres acteurs, mais c'est l'État qui est en charge de ça. Or, bien évidemment, les entreprises, comme tous les acteurs finalement, se retrouvent face à une universalisation des normes où elles ne peuvent pas attendre que de l'État des guides pour leur action, d'une part. Et puis on constate, moi j'assistais à la table ronde précédente, qu'il marquait très très fortement en matière de climat. On est bien obligé d'observer l'impact que les entreprises ont forcément sur le monde de la société qui les entoure et qui leur succède. Il n'y a pas simplement ce qui les entoure, il y a ce qui leur succède. Et donc, il est bien évident que cette notion d'intérêt général était peut-être un petit peu trop étriquée et que ça peut justifier. Est-ce que ce n'est pas une notion française? Parce qu'il y a quand même une prix Nobel qui a parlé des communs. Oui. Donc, est-ce qu'il y a une différence finalement française égale intérêt général, international égale plus bien commun? Ouais, est-ce que c'est strictement français? J'en suis pas complètement sûr, mais c'est vrai que tous les travaux du prix Nobel à Ostrom ont un petit peu déplacé effectivement cette notion de commun finalement sur un pluriel, un passage du singulier au pluriel en quelque sorte. Donc je crois qu'il y a une première idée. Puis il y a une deuxième idée peut-être qui permet de justifier l'apparition, l'installation, on pourrait dire actuellement, de cette notion-là. C'est peut-être un certain nombre de limites que certains voient dans l'approche bien installée maintenant de RSE, de responsabilité sociale de l'entreprise. Je crois que quand vous évoquiez en introduction, vous faisiez référence à la loi Pacte, aux sociétés à mission, c'était une bonne illustration finalement de cette espèce d'ouverture du champ. Je crois qu'effectivement, alors que la RSE peut apparaître parfois comme un ensemble de règles, de normes, de contraintes qui sont en quelque sorte extérieures à l'entreprise, pas forcément liées directement à son business, mais à un cadre qui lui est un petit peu imposé, où elle doit justifier finalement de l'impact qu'elle a vis-à-vis de certaines parties prenantes. C'est clair que si vous rentrez dans la définition d'une mission, d'une certaine manière, vous internalisez la démarche parce que c'est vous, entreprise, qui le faites en fonction de votre activité et des finalités que vous lui attribuez. Si vous développez une mission, eh bien, immédiatement, vous êtes obligé de penser à ce qui se passe non seulement à l'externe de l'entreprise, mais aussi en interne de l'entreprise. C'est-à-dire comment est-ce que l'on va construire cette mission? Quel est le processus, finalement, qui va conduire à ça? Mais parce que je pense que pour les gens qui sont dans la salle, il y a beaucoup de gens qui viennent du monde de la RSE, de direction de la RSE. Donc on va avoir trois entreprises qui vont parler. Mais de votre point de vue, de votre chaire, le concept de bien commun, il vient compléter celui des RSE, le perturber finalement, c'est-à-dire
en partie le remettre en cause, ou c'est un prolongement, une espèce de prolongement de... Parce que on s'y perd un peu au bout d'un moment. Et moi j'ai toujours pensé que la prolifération des concepts pouvait finir par nuire aux idées qu'on défend, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, un concept chasse l'autre tellement vite que... voilà. Donc pour vous, avec votre vision, la notion de bien commun vient prolonger les approches RSE, développement durable? Ben, je veux avoir une réponse de prof, donc j'essaye de raisonner effectivement sur des concepts. Ça ne veut pas forcément dire que ce que je dis est très très pratique, parce qu'on sait bien que sur les notions que l'on utilise dans notre monde des entreprises, si vous voulez, c'est des notions qui sont claires pour tout le monde, mais qui veulent dire quelque chose de particulier pour chacun. Donc c'est jamais facile de discuter. Mais ce que je pense, c'est que c'est plutôt un relais permettant finalement d'intégrer un certain nombre de préoccupations, de domaines de réflexion aussi, qui ne sont pas forcément immédiatement inclus dans les RSE. Je vous donne un exemple, c'est clair que là, décidément, je perds ma feuille. Merci beaucoup. Il y a du vent, il y a du vent. Il y a du vent. C'est vrai que quand la question du bien commun, c'est un petit peu comme ça qu'on l'a développée au niveau de notre chaire, hein, qui est une chaire ICP, ESSEC, qui n'est pas uniquement une chaire ESSEC. Eh bien, c'est vrai qu'on a bien été obligé, on y reviendra peut-être tout à l'heure, d'intégrer des aspects très, très internes. La conception que l'on peut avoir du travail, la conception que l'on peut avoir de la gouvernance, la manière finalement dont on collabore, dont on travaille ensemble, questionne bien une idée de la personne, une idée de la performance, c'est dans le titre. Et c'est vrai que ça s'inclut aussi dans la problématique du bien commun. Mais peut-être encore un mot là-dessus. Une autre idée de la performance par rapport à l'approche RSE et à ce qui s'est quand même développé maintenant depuis un moment, où il y a quand même un savoir-faire qui est lié à la RSE en termes d'impact, etc. Il y a des progrès qui sont quand même très importants. Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur le membre de la phrase « une autre idée de la performance » Est-ce que vous, par exemple, de là où vous êtes, vous travaillez sur une autre idée de la performance avec des outils qui concernent les entreprises dans leur façon de rendre compte de la performance auprès de leurs parties prenantes? Bah, écoutez, oui, moi je pense que de toute façon, on voit se développer, prendre de plus en plus d'importance, tout un ensemble de mesures, d'instruments de mesure, d'indicateurs, de notions qui ne sont pas toujours toutes convergentes d'ailleurs, et qui posent cette question de la performance. Maintenant, quand on regarde ce qui est externe, mais ce qui est plutôt interne, et qui est lié finalement à ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise, pas simplement sa responsabilité vis-à-vis de l'extérieur, bah, c'est clair que les enjeux auxquels on se trouve confronté aujourd'hui amènent à se poser la question de ce qu'est la performance. Je crois que la seule chose sur laquelle on soit tous d'accord, c'est qu'une entreprise, ça doit faire de la performance. Ça, c'est le b.a.-ba. Moi, c'est ce que j'apprends à mes étudiants depuis le début. La question, c'est comment on la mesure. Et laquelle? Enfin, laquelle la performance? Parce que si on va avoir trois exemples d'entreprises, mais entre une mutuelle qui travaille dans le monde de la santé, une entreprise qui fabrique des produits de consommation de masse, la mesure de la performance, l'actionnariat différent, le rapport au patrimoine. Voire même chez des concurrents au sein du même secteur, on peut avoir... Très bien. On est volume ou on est rentabilité? C'est quand même la base de la... On va avancer et puis on reviendra peut-être vers vous après avoir entendu nos trois intervenants qui vont parler au nom de leur entreprise. Donc je me tourne vers Muriel Barnéou pour La Poste. On se connaît depuis assez longtemps, hein, donc on va pas faire comme si on ne se connaissait pas. Bon, dans votre intitulé de responsabilité, vous êtes directrice de l'engagement sociétal. Moi, je trouve que c'est quand même vachement fort comme intitulé de poste, donc j'ai envie de partir de ça parce que je me souviens plus si c'est écrit sur votre porte quand on arrive dans votre bureau, mais directrice de l'engagement sociétal, c'est quand même pas rien. Alors ça veut dire quoi au sein de la Poste être directeur de l'engagement sociétal? Donc c'est peut-être une des réponses. En tout cas, c'est une pratique, et voyez-le entre nous comme une pratique, un témoignage, et en aucun cas un exemple à suivre ou le nirvana en la matière, mais c'est comme ça qu'on l'a articulé. Effectivement, mon job s'appelle engagement sociétal et pas directrice de la RSE. C'est quelque chose qui a été voulu comme ça, en posant en fait une sorte de gradation en termes d'intensité. On n'est pas dans la compliance parce qu'elle ne se discute pas. Mais on sait que le niveau de l'eau, sans faire de mauvais jeu de mots, monte sur l'univers de la compliance, et c'est très bien.
On n'est pas non plus dans l'exemplarité, même si en tant que leader, nous prenons des positions d'exemplarité, mais on veut toucher sur des univers où nous pensons en avoir les moyens, quelque chose qu'on appelle transformant, c'est-à-dire être en capacité de faire en sorte que notre écosystème, et qu'on entraîne notre écosystème plus exactement, à quelque chose de différent. Et ce n'est pas une vue de l'esprit et puis une espèce d'éblouissement d'une révélation. Ce sont des choses que nous sommes capables de faire. Ce qu'on a fait dans la voiture électrique, par exemple, en témoigne. Nous, parce qu'on est gros, parce qu'on est puissant sur un certain nombre d'univers, nous pensons pouvoir jouer cette transformation de la société qu'entre nous, nos aînés ont porté depuis des centaines d'années. Hein. Pour vous faire sourire, mais la question du travail des femmes et donc d'une forme d'égalité de genre à la Poste, ça date de 1841. Mais Muriel, transformer la société en vous transformant vous-même. Parce que pour connaître votre président aussi, quand on connaît la Poste, enfin, vous tous qui êtes dans cette salle, regardez le nombre de lettres que vous mettez dans une boîte aujourd'hui. Donc l'activité courrier de la Poste, enfin, c'est un truc incroyable, la révolution de cette entreprise. Donc vous voulez transformer la société, mais déjà vous-même, vous avez des objets de transformation considérables. Oui, et c'est comme ça en fait qu'on a choisi les causes et les engagements. Hein. C'est-à-dire qu'on les a pris en disant ce sont les univers qui sont nos piliers, qui sont en train de se transformer, et voyons plutôt ces risques en opportunités, parce que si nous traversons ces transformations, pour pouvoir les traverser sur nos propres univers, notre interne, alors nous devons le faire en étant dans des capacités de partenarisation, d'ouverture, de mobilisation de ressources qui nous traversent. Donc ça veut dire qu'on va avoir au moins 3 cercles d'impact. Il y a notre propre impact et la manière dont on va gérer notre propre impact. Il y a la manière dont on va embarquer nos fournisseurs et nos clients dans cet univers. Ça veut dire qu'on ose poser des offres, on ose faire du business avec ces sujets-là. Et enfin, il y a la façon dont on va embarquer un écosystème plus large, notamment celui de l'ESS. Et pour revenir, par exemple, sur la question du courrier, qu'est-ce qui fait qu'on bouge? C'est la mortalité. Qu'est-ce qui fait qu'on va mourir? On va mourir. C'est ça notre histoire. Hein. Ce qui nous a fondés, c'est... La crise écologique, si on applique vos propos à la crise écologique, c'est le moment de bouger. Hein, oui, c'est ça. Et on a été fondé pour faire société, pour créer les territoires. Je ne vais pas vous faire un cours sur l'histoire postale, mais c'est ça qui a fondé la Poste, hein, à un moment où il fallait faire circuler de l'information. C'est ça qui faisait société. Et cette information, elle circulait avec du papier, du courrier, de l'information papier sur des journaux imprimés. Et cet effondrement-là oblige à regarder les choses et à poser au fond la question qui est celle que l'on a toutes les entreprises, qui est la question du sens. C'est à quoi je sers? Alors justement, on va prendre un ou deux exemples de ce que vous faites dans l'engagement sociétal, parce que je pense que dans la salle, les gens ont besoin de choses concrètes. Mais avant ça, quand même, la Poste a une raison d'être. Oui. Est-ce que les termes bien communs figurent dans sa raison d'être? Absolument, absolument. Ça figure dans la raison d'être. Nous parlons au service de tous, évidemment, nous parlons de notre universalité, et au service des biens communs de la société tout entière. Il y a eu des débats internes saignants là-dessus, ou c'était assez consensuel? Non, ça n'était pas consensuel, d'abord parce que c'est un mot compliqué, bien commun. Oui. Moi, je dis parfois qu'il a un côté germano-pratin. Enfin, quand même, ce n'est pas si simple que ça. Et en plus, effectivement, il est très plastique parce qu'il pose la question de ce qu'on y met derrière, qu'on a décliné d'une manière un peu empirique sur nos 4 grands engagements qui portent sur la cohésion, le développement des territoires, l'inclusion sociale, le soutien à un numérique éthique, inclusif et frugal, et enfin aux transitions écologiques, qui sont en fait les 4 grandes transitions de la société qui nous traversent et que nous pensons pouvoir aider la société à traverser d'une manière positive. Avec un enjeu, c'est d'essayer d'en faire une transition systémique, c'est-à-dire de ne pas la couper en tranches, ce qui n'est pas le plus facile. Alors peut-être un ou deux exemples d'engagement, enfin de ce que vous mettez au concret derrière le mot engagement sociétal. Un exemple
assez fort pour nous et un peu étonnant, peut-être, là où on est moins attendu. Nous militons, nous nous engageons, nous sommes convaincus depuis pas mal de temps autour d'un numérique éthique, inclusif et frugal. Et une des questions que l'on s'est posées, c'est dans cette idée d'utilité d'un réseau comme le nôtre. Et quand je parle de notre réseau, je ne vous parle pas seulement de nos 17 000 points de contact, je vous parle de plusieurs dizaines de milliers de facteurs, de livreurs et notre présence territoriale. On s'est posé la question de en quoi est-ce qu'on pourrait être contributeur de l'inclusion numérique. Je vous rappelle que c'est 13 millions de Français. 13 millions de Français qui, pour plein de raisons, ne savent pas fonctionner avec le numérique. Et on pense tout de suite à des seniors plus. Vous le disiez, Maurice, la salle est très jeune, mais je peux vous assurer que dans les exclus du numérique, il n'y a pas que des seniors plus. Et ça n'est pas que pour des sujets de CAF ou de Pôle emploi. C'est pour vous. Ça n'est pas que des sujets de CAF ou de Pôle emploi. Post-crise, je parle de Doctolib, je parle de Pronote, de tout ce qui fait que la société s'est digitalisée et qu'aujourd'hui, une maman qui n'est pas capable d'utiliser Pronote, elle ne sait pas utiliser le carnet de correspondance de ses enfants. C'est ce genre de choses dont on parle. Je vous fais grâce de Doctolib et de tout ce qu'on a eu à faire pour nos aînés, pour les prises de rendez-vous. Et donc, vous voyez à quoi ça sert, ça, faire de l'inclusion digitale. Et on s'est lancé dans un grand programme d'inclusion digitale, d'abord en identifiant les exclus, parce que c'est pas facile de trouver ces exclus. Évidemment, vous ne leur envoyez pas des mails, c'est pas comme ça que vous allez les toucher, vous n'allez pas toucher sur les réseaux sociaux. Or, ils viennent dans nos réseaux, et nous allons à leur contact, nous les voyons, nous connaissons beaucoup de Français, donc en les identifiant, et en allant même jusqu'à les former d'une manière qui soit normée. Et nous avons aujourd'hui une centaine d'anciens postiers, facteurs pour beaucoup, qui sont dédiés à la formation. Alors cette formation, on n'en fait pas des geeks, entendons-nous bien, mais qui sont labellisés pour former en tant que conseiller numérique des Français à l'utilisation du digital. On aura comme ça en 3 ans impacté à peu près 1 million de personnes. Ah oui. Et c'est un sujet qui est au fronton de nos engagements pour un numérique inclusif, en termes éthique si on et prend frugal. Pas forcément le mot de performance, mais d'impact, ça dit que ce chiffre-là dit quand même quelque chose. Oui, les exclus du digital, ça coûte 1,6 milliard d'euros à la société tout entière, parce que quelqu'un qui est exclu du digital est quelqu'un qui coûte en dispositif de secours et qui nous coûte collectivement, à nouveau, dans un univers de commun. Ce que vous dites, Muriel, là, on est bien sur le sujet de la performance. J'espère qu'on aura le temps d'y revenir, parce que là, on voit bien qu'il y a une performance globale pour la société. C'est-à-dire le fait que vous fassiez ça, ça fait diminuer des charges publiques d'1 milliard. Donc, cette performance, Hugues, elle peut être pour nous aussi. Pour nous aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas devenu ONG en devenant entreprise à mission. On est toujours une entreprise. Et les personnes qui sont exclues du digital, elles nous compliquent la vie, à nous aussi. Elles vont solliciter les canaux d'interaction qui sont les plus coûteux pour nous, c'est-à-dire les canaux physiques. Quelqu'un qui est exclu du digital, c'est quelqu'un qui ne sait pas faire labanquepostale.fr et qui va venir solliciter nos réseaux guichets pour des tâches qui, vous le comprenez très bien, sont à très faible valeur ajoutée. Donc on y trouve aussi un intérêt. Juste avant que je passe à l'intervention, en un mot, puis j'espère qu'on ira, mais j'aurais envie que vous puissiez dire un mot de Alliance Dynamique, parce qu'on a pas mal travaillé ensemble là-dessus. Bon, au labo de l'ESS, on est assez convaincus que la RSE va se compléter par la responsabilité territoriale de l'entreprise. Et donc, à travers Alliance Dynamique, vous avez vraiment une action sur le territoire avec des partenaires territoriaux. Donc ça vaut la peine, je pense, pour la salle, que vous en disiez un mot pour que, y compris à la fin de la séance, ceux qui ont envie de venir parler avec vous puissent vous questionner là-dessus. Donc je vous parlais du 3e cercle, celui de l'écosystème et des partenaires qui sont un peu atypiques au-delà de nos clients et de nos fournisseurs. Et typiquement, les acteurs de l'ESS font partie de ce cercle-là. Donc l'Alliance Dynamique, c'est un mouvement qui fédère aujourd'hui d'une manière très très soft, c'est une charte, donc il n'y a pas d'abonnement, il n'y a rien d'engageant, on partage une intention, voilà, quelque chose, une vision.
On a plus de 1000 signataires de la charte. Donc, en fait, c'est un collectif de plus d'un millier de structures, des nationales, des locales, des toutes petites, des beaucoup plus grosses, avec lesquelles on va avoir... Ça a été un élément d'humilité important pour nous, de dire il y a des choses qu'on ne sait pas faire. Malgré toute notre puissance, malgré toute notre force, malgré nos 500 ans d'histoire, il y a des choses qu'on ne sait pas faire. Et si on veut être notamment en prise avec les territoires et leurs besoins, alors il nous faut à un moment entendre et même travailler avec ces acteurs du territoire. Je vous donne un exemple tout simple qu'on cite souvent mais qui est majeur pour nous. Notre présence physique en territoire. Vous doutez bien qu'il y a beaucoup d'agences de bureaux sur lesquelles on a un problème de rentabilité. Ça nous coûte trop cher pour l'activité en question. Qu'est-ce qu'on a cherché à faire? En fait, ce sont des partenariats avec des acteurs de l'ESS, pas que, mais des acteurs de l'ESS, pour trouver une manière d'être présent physiquement en territoire en mutualisant des coûts et des infrastructures. On peut le faire avec un acteur comme Comptoir de Campagne, qui est un acteur de revitalisation des centres-bourgs. Et donc, dans ces lieux-là, vous allez trouver un point poste, vous allez trouver une petite épicerie, vous allez trouver une buvette, vous allez trouver un dépôt de pain, un cordonnier, un coiffeur. Une revitalisation du territoire et une mutualisation des coûts. Nous, on permet à un acteur d'être solvable et cet acteur nous permet d'être présent. On le fait avec Comptoir de Campagne, mais on le fait aussi avec des acteurs en EHPAD. On le fait avec des grands réseaux type SOS. Voilà un exemple très concret de ce qu'on va faire sur l'enjeu territorial. Mais on pourrait en citer. On le fait sur l'inclusion numérique. On le fait de la même manière avec des acteurs de l'ESS. On va laisser à la salle, si on a un peu de temps, la possibilité de vous poser des questions là-dessus. Alors, on va faire un homme, une femme, un homme, une femme. Hein. Donc, je vais me tourner vers Youssef. Youssef, donc je l'ai dit, tu présides un groupe très important de l'économie sociale, hein. Le groupe Up, qui était le groupe Chèque Déjeuner et qui est devenu le groupe Up. Peut-être que la salle connaît la marque sans doute, mais peut-être moins quand même l'entreprise. Vraiment en fiche très résumée, c'est quoi ton groupe aujourd'hui en taille, en implantation et en activité? Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le groupe Up, donc c'est effectivement l'ancien groupe Chèque Déjeuner. En fait, c'est un groupe qui s'est créé il y a 58 ans sous forme de coopérative. Donc c'est une société coopérative de salariés, hein, donc une SCOP. Donc c'est une entreprise qui est détenue par ses salariés et qui, durant ces 58 ans, c'est vrai que le premier produit qu'elle a développé, c'est le titre restaurant avec sa marque Chèque Déjeuner. Depuis, nous avons développé toute une série d'autres produits. En particulier les solutions cadeaux, les chèques cadeaux, les cartes cadeaux, les chèques culture, malheureusement pas les chèques vacances puisque c'est un domaine réglementé par l'État. Et puis ensuite, naturellement, nous avons diversifié nos produits à l'international, puisque... Tu dis naturellement, mais c'est la coopérative française, vous êtes quand même assez unique. Hein, par cette activité internationale, on ne peut pas citer tellement d'autres coopératives, ou même d'autres structures d'économie sociale qui est cette activité. Le terme de naturel, en fait, naturellement, parce que finalement, les problématiques qui étaient rencontrées en France, parce que c'est vrai que le titre restaurant a été créé en France, mais les problématiques, on les a retrouvées dans les autres pays où le dialogue social nécessitait effectivement d'accompagner les salariés dans leur vie professionnelle et éventuellement d'accompagner les salariés quand ils sortent de leur vie professionnelle en devenant des citoyens et donc de bénéficier aussi du soutien aux populations, des collectivités locales, etc. Toutes ces problématiques-là, on les a aussi rencontrées et l'exemple français a été suivi et ensuite il a été décliné grâce effectivement à la qualité des solutions qu'on était en capacité de proposer et aux besoins qu'on était en capacité de couvrir. Les 3 chiffres qu'il faut connaître pour situer le groupe, le nombre de salariés. Oui. Alors le groupe, on est 700 dans la coopérative, mais on est un groupe de 3500 personnes avec aujourd'hui donc une 50aine de filiales dans une 30aine de pays. Nous émettons 8 milliards de volume d'affaires et nous faisons un chiffre d'affaires de 550 millions d'euros. Formidable. Alors maintenant, donc, on rentre dans le sujet bien commun. Oui. Donc Muriel a dit qu'à la Poste, ils avaient une raison d'être et qu'il y avait bien commun dans la raison d'être. Vous, quand la loi Pacte est sortie, comment vous vous êtes posé dans une coopérative, donc une personne, une voix, hein, je rappelle, comment vous êtes posé la question, est-ce qu'on doit être entreprise à mission? Qu'est-ce qu'on met dans notre raison d'être? Est-ce que la notion de bien commun, vous êtes posé la question que ça soit dans la raison d'être, ou on est coopérative et on n'a pas besoin d'aller rajouter du bien commun à notre notre belle carte de visite coopérative? Tu as résumé le dilemme auquel on a été confronté. Mais d'abord, la notion de bien commun.
La notion de bien commun, c'est vrai que elle est d'abord liée naturellement à notre coopérative, parce que le bien commun, c'est aussi pourquoi un groupe de personnes ont décidé de travailler ensemble et de créer une société dans laquelle un homme égale une voix. Et de dire, l'entreprise et le travail qui est réalisé, c'est le bien commun. Hein, c'est l'œuvre de tous. Et donc, ce qui va être dégagé en termes de création de richesse va être partagé. Donc je crois que c'est un élément très important. Le bien commun est inhérent même au concept de coopérative de salariés. En fait, il y a... Oui, je me fais un peu... je suis là pour titiller, moi. Pour les salariés, oui. Parce que quand on est dans une coopérative de salariés, effectivement, les résultats, tout ça, bon. Ouais. Mais pour le reste de la société, c'est pas forcément si évident. Justement, pour les salariés, déjà, effectivement, je dirais se construire et faire en sorte, effectivement, que le fruit de leur travail se traduise en création de richesse et en retour. Mais la particularité de coopérative, c'est que dès l'origine, au travers du titre restaurant et au travers des autres produits qui ont été créés, nous avions la vocation de dire ce que nous voulons produire, c'est ce que nous sommes. C'est-à-dire, effectivement, être engagé dans la société et faire en sorte que les produits, au travers des titres de service que nous faisons, apportent des réponses aux besoins exprimés par les personnes dans la société, qu'elles soient salariées dans l'entreprise, qu'elles soient citoyens dans la cité. Et donc, tous nos produits apportent et contribue au bien commun. C'est ce qu'on disait avant la table ronde. Vous participez d'un modèle social français, d'une certaine manière, avec les titres que vous avez inventés, oui. Construits. Oui, le titre au restaurant et effectivement, et tous les autres, et les titres de service en règle générale, sont effectivement une vraie réussite du modèle social français. Et c'est pour ça que c'est rare, on ne le dit pas souvent, mais le titre au restaurant, c'est exporté partout dans le monde. C'est un produit qui a été créé en France en 1967. Voilà. Même si notre société s'est créée un petit peu avant, mais le temps que la loi prenne en compte effectivement cette créativité, il a fallu 3 ans. Donc concrètement, par rapport à cette idée d'entreprise à mission, raison d'être, etc., vous en êtes où aujourd'hui ? Parce que c'est un débat, la salle où vous êtes, suivez peut-être pas, mais au sein de l'économie sociale et solidaire, il y a un débat entre ceux qui disent on est déjà dans l'économie sociale et solidaire, on est une mutuelle, on est une coopérative, ça dit assez bien ce qu'on est, et puis certains qui disent oui, mais quand même l'idée de mission c'est intéressant, donc il y a des mutuelles à mission et des mutuelles qui ne sont pas à mission, des coopératives à mission, d'autres qui ne le sont pas. Donc vous répondez comment ? Alors, je vais y mettre encore 1 minute pour revenir sur le bien commun et afin de pouvoir, je dirais, venir vers la notion d'entreprise à mission. Dans notre perception du bien commun, nous l'avons construite autour, je crois, de 3 idées principales. C'est d'abord, l'homme est plus important que le capital. Donc le facteur humain dans notre entreprise est plus important que le capital. Le deuxième, c'est la démocratie interne est plus importante que effectivement le fait d'être de confier le devenir d'un collectif à quelques hommes au sein d'un conseil d'administration, ou à quelques femmes au sein d'un conseil d'administration. Et puis le troisième élément, c'est que le court terme est plus important que le long terme. Donc à partir de là, c'est-à-dire que la dictature, le long terme est plus important que le court terme. Oui. La dictature je pense qu'on avait rectifié. Voilà. En fait, c'est un test pour savoir si vous suivez. Voilà. C'est pour savoir si vous suivez. Manifestement, mais le long terme est plus important que le court terme. Et donc, la dictature du court terme, par rapport à ça, peut nuire à la performance. Donc, si vous associez ces 3 éléments-là, nous sommes effectivement en capacité de pouvoir penser la performance, pas simplement que sur une logique de résultats immédiats, mais plutôt de résultats dans la durée. Et à partir de là, quand la question de la RSE s'est posée, nous l'avons d'abord pris de manière plutôt technique au début. Parce qu'on se disait, bon, ben voilà. Et puis au fur et à mesure, nous, on a avancé, on a progressé collectivement, et on s'est dit que l'association de la notion de responsabilité que nous pratiquions, responsabilité sociétale et environnementale que nous pratiquions dans notre quotidien, avec l'entreprise à mission, il a fallu effectivement qu'on se dise, mais oui, on l'est. Et ça, c'est vrai. Beaucoup d'éléments qui figurent dans la RSE ou dans la notion d'entreprise à mission, en fait, c'est natif chez nous. C'est constitutif de notre mode de fonctionnement. Toutefois, ça ne suffit pas pour pouvoir effectivement s'inscrire dans le grand changement, dans les grandes questions aujourd'hui que se pose la société. Et c'est pour ça qu'après des débats au sein de la coopérative, je vais soumettre à une assemblée générale qui va être convoquée en janvier de cette année, je vais soumettre effectivement le fait que nous soyons probablement une des premières scopes à
adopter la qualité d'entreprise à mission. D'accord. Hein, et Alors, donc de devenir une scope à mission. Peut-être pour ce premier tour de table, un mot quand même sur la performance. La performance, puisque c'est quand même dans notre sujet, hein, je reste toujours sur le titre de la table ronde, moi une autre idée de la performance. Comment est-ce que finalement la situation actuelle, ce qui se bouge sur le cadre institutionnel, entreprise d'émission, comment est-ce que ça vous conduit à remettre vous-même l'idée de la notion de votre idée de la notion de performance? J'ai insisté sur l'aspect salarial, sur l'aspect d'une coopérative, avec ce que ça veut dire vis-à-vis des salariés. Mais est-ce que dans vos débats, dans les outils que vous utilisez aujourd'hui, ça bouge du côté de la manière de rendre compte de la performance? Ça bouge parce qu'on vit dans une société qui se transforme à tous les niveaux. Et bien évidemment, vous l'avez évoqué, mais la question de la digitalisation, la question de l'adaptation de nos offres, la question de l'adaptation des équipes, des salariés à un monde qui se transforme, et la digitalisation des métiers, tout cela est à intégrer dans notre façon de organiser le futur. Et donc, d'essayer effectivement d'ajuster notre perception de l'organisation du travail, de la relation sociale dans l'entreprise, de la performance avec ces nouveaux enjeux. Et dans ces nouveaux enjeux, nous avons aussi, bien évidemment, le fait de pouvoir nous aussi contribuer à des questions aujourd'hui qui sont très importantes, qui ont été évoquées, hein, sur l'évolution de la société. Des problématiques comme le télétravail nous traversent en tant que salariés, mais aussi en tant qu'acteurs qui proposent des solutions aux entreprises. La question de la nécessité aujourd'hui de repenser la manière dont on consomme ou la manière dont on dépense fait aussi partie des approches que nous avons. Est-ce que ça vous a amené à vous outiller en termes de reddition de ce qu'on appelle la mesure d'impact, la performance? Est-ce que par rapport à il y a 5 ans ou 10 ans, vous avez aujourd'hui, dans votre façon de travailler, des outils différents, des rôles, des instances de l'entreprise, des conseils d'administration, etc., qui travaillent autrement sur ces sujets-là que c'était le cas il y a 5 ans? Pas tout à fait maintenant. Parce que nous comptons énormément sur le fait, d'abord, que les salariés sociétaires prennent la décision, effectivement, d'accompagner le projet que je propose. Et là, effectivement, nous allons nous outiller de toute une série d'outils, effectivement, qui nous permettent de pouvoir mieux mesurer notre contribution, notre impact dans le cadre des politiques que nous allons mener, dans le cadre des stratégies que nous allons engager tant en France qu'avec nos filiales, parce que ce n'est pas la France qui décide pour les filiales, c'est la France qui donne le tempo, la coopérative qui donne le tempo, et les filiales, effectivement, ajustent en fonction de leur réalité à elles. Mais malgré tout, nous sommes moteurs dans une volonté, effectivement, de participer, de contribuer à la transformation de la société, de pouvoir, effectivement, avoir un impact plus fort dans l'apport et dans l'amélioration, dans le développement du bien commun, mais aussi à pouvoir le mesurer grâce en particulier à cette notion d'entreprise à mission qui va nous donner des outils dans ce cadre-là. Merci Youssef. Anne, je me tourne vers vous. Dernière intervenante de ce premier tour. Vous êtes, je l'ai dit, directrice de la communication et de la RSE dans le groupe Malakoff Humanis. Alors, on va partir un peu comme on l'a fait finalement pour les 3 entreprises, c'est-à-dire cette idée d'entreprise à mission, de raison d'être, mais avec peut-être derrière ça une question que je vous pose, c'est que vous résultez d'une fusion Humanis Malakoff. Donc les fusions d'entreprises, c'est toujours un truc assez compliqué sur le plan culturel. Il faut quelquefois, on n'a pas la même vision du monde, etc. Donc cette approche du bien commun, de la raison d'être, d'entreprise à mission, ça se passe comment dans une entreprise? Vous pouvez rappeler peut-être en quelques mots ce qu'est votre groupe et de quand date la fusion. Mais est-ce qu'il y a des sujets particuliers liés au fait que vous résultez aujourd'hui de cette fusion? Alors, on résulte depuis 2019 effectivement du rapprochement entre Malakoff, Médéric et Humanis, mais bien avant ça, il y avait déjà eu le rapprochement Malakoff et Médéric. Humanis est le fruit de multiples fusions, donc on est un groupe qui est constitué énormément de fusions, de petites mutuelles, d'instituts de prévoyance qui se sont constitués depuis le 19e siècle. Vous êtes très différent de votre voisin de ce point de vue-là, parce que moi, je connais le groupe Chèque Déjeuner depuis 40 ans. C'est une entreprise qui a connu un développement, mais sur une base continue. Il y a eu l'internationalisation, mais sinon, il n'y a pas de croissance externe ou de fusion du type de ce que vous avez connu.
Alors nous, effectivement, pour rappeler, Malakoff Humanis, la recherche de biens communs est vraiment au cœur de l'ADN du groupe, à la fois dans sa finalité, puisque notre mission, c'est de la protection sociale, et aussi dans son mode de fonctionnement qui se rapproche un petit peu du vôtre. Pas complètement. Et c'est vrai que comme toutes les mutuelles et les institutions de prévoyance, on a été créé sur l'idée de partage et de mutualisation des risques santé, des risques sociaux qui sont vraiment inhérents justement au bien commun. Malakoff, c'est la création, je ne vais pas vous faire toute une histoire non plus, mais c'est la création, c'est la jeunesse de Malakoff, c'est le comité des forges. Ce sont des patrons de l'industrie métallurgique au 19e siècle qui se sont regroupés pour créer une caisse de mutuelle d'assurance pour leurs ouvriers, pour leur assurer une rente quand ils avaient des accidents de travail. Après, c'était un congé maternité, une complémentaire santé, etc. Donc c'est vraiment des patrons qui se sont organisés eux-mêmes bien avant effectivement la sécurité sociale qui date de 1945. Et puis Humanis, c'est les racines d'Humanis, c'est la caisse de retraite des commis des agents de change au 19e siècle. Donc effectivement, on a naturellement, ce sont effectivement soit des patrons, soit des syndicats d'ouvriers qui se sont constitués, rassemblés pour justement s'entraider et partager quelque chose d'essentiel qui est la préservation de la santé ou le social, parce qu'il y avait effectivement beaucoup d'accidents de travail, etc., qu'il fallait protéger. Donc, on a une mission, je dirais une finalité sociale. Et puis on a un mode de gouvernance dans notre façon d'opérer et de partager la valeur qui est également tout à fait cohérente avec cette autre idée de la performance, puisque ce sont les représentants de nos clients qui gouvernent l'entreprise. Et nous avons un rôle redistributif parce qu'on n'a pas d'actionnaires à rémunérer, comme le sont toutes les mutuelles et les instituts de prévoyance. L'argent que nous gagnons, on le redistribue pour accompagner sur le plan social nos salariés, les salariés de nos entreprises clientes les plus en difficulté, et puis aussi pour des engagements sociétaux qui nous sont chers depuis de longues années. Et donc sur la question raison d'être, entreprise, enfin mutuelle à mission, etc. Alors, on a effectivement travaillé au moment de la fusion en 2019 de Malakoff Médéric et d'Humanis, qui a constitué Malakoff Humanis. On a travaillé sur une raison d'être. L'idée était, ça avait plus une vocation interne. L'idée était de fédérer les équipes, montrer autour d'une mission commune et montrer que les équipes de Humanis et de Malakoff Médéric finalement se rassemblaient autour d'une mission qu'elles construisaient en commun, et une mission commune qui était la raison d'être qui a été définie par les salariés. Ensuite, je dirais qu'on s'est arrêté là. On n'a pas été au-delà, on n'a pas travaillé des engagements très concrets avec des indicateurs chiffrés, et on n'est pas rentré dans une démarche de société à mission. Pourquoi ? Parce que je pense qu'à l'époque, on n'était pas tout à fait mûr. Je pense qu'il y avait peut-être d'autres priorités. Et puis, on n'avait pas suffisamment formalisé notre feuille de route RSE, déjà, rien que ça. Et à force de se dire, finalement, on est vertueux par nature, ces sujets-là, on ne les avait pas très bien appréhendés. Donc aujourd'hui, on a, depuis 2 ans, travaillé ces questions, formalisé une feuille de route RSE, et on se dit comment on peut aller plus loin et comment finalement, dans un contexte de l'assurance santé et prévoyance qui est de plus en plus concurrentiel, où il y a de multiples acteurs, des acteurs privés qui sont cotés en bourse, des mutuelles, comment, et puis où finalement on a tous des problématiques de rentabilité très fortes, comment on va prendre nos décisions, comment on va essayer de prendre nos décisions et de résoudre on parlait avec Muriel de dilemmes internes au regard non pas uniquement de la rentabilité, mais au regard de ce qu'on est et de nos fondamentaux et des fondamentaux de notre modèle d'entreprise. Et aujourd'hui, je pense qu'on a besoin d'y revenir. J'avais un peu l'envie de vous poser cette question-là. Cette semaine, j'ai été interviewé par un journaliste qui fait un dossier sur l'ESS et l'inflation.
J'étais un peu surpris par le sujet. Bon, j'avais réfléchi un peu avant. Mais aujourd'hui, par exemple, on voit que ce que vous dites là sur la tension qu'il y a entre, dans notre objet, on est de la protection sociale, donc c'est presque de l'intérêt général naturel. Et puis en même temps, on a un modèle économique avec de la rentabilité. Donc, comment vous vivez la période là vraiment d'aujourd'hui sur le fait que nos concitoyens sont en difficulté du fait de l'inflation et qu'en même temps, le coût des mutuelles augmente. Par exemple, dans le monde étudiant, enfin, quand on regarde la précarité étudiante aujourd'hui, l'augmentation du coût des mutuelles y contribue assez largement. Et ce n'est pas parce que les mutualistes étudiants sont en train de chercher la rentabilité à tout prix, mais c'est parce qu'ils ont des modèles économiques à tenir. Donc, comment vous vivez là, concrètement sur ce sujet-là, cette tension? Cette tension-là, elle est extrêmement forte chez nous, hein, parce que, en plus, les groupes de protection sociale, pendant longtemps, finalement, ceux qui agissent sur le secteur collectif, donc des entreprises, on n'était pas soumis à la concurrence. Et donc, une fois qu'une branche professionnelle décidait de travailler avec Malakoff Médéric, ben, toutes les entreprises de la branche prenaient Malakoff Médéric. Donc, on n'était pas prêt non plus à cette concurrence extrêmement forte. Donc, il y a une transformation du groupe qui a dû se faire. Aujourd'hui, effectivement, notre modèle, il a été pendant très longtemps assis sur, finalement, on acceptait que nos contrats soient déficitaires parce qu'on se refaisait une santé avec nos produits financiers. Pendant longtemps, on a quand même vécu comme ça, c'est-à-dire que la rentabilité, on l'avait grâce aux produits financiers plus que via nos contrats, via l'équilibre technique de nos contrats. On sait ce qui s'est passé. Enfin, il y a eu une baisse. Alors aujourd'hui, on retrouve un petit peu de santé avec la hausse des taux d'intérêt, mais on avait plus de produits financiers quasiment, hein, ou très peu, et des contrats déficitaires. Donc à un moment donné, il a fallu, et tout ça dans un contexte, nous qui sommes un assureur plutôt des entreprises, de la montée de l'absentéisme. Donc nous, on assure la prévoyance. Donc pour nous, ce sont des risques. La dérive des dépenses de santé qui est extrêmement importante, la sécurité sociale qui transfère des charges sur les mutuelles. Et donc, du coup, à un moment donné, il n'y a pas d'argent magique. Si tout augmente et s'il y a des contrats déficitaires, on est obligé d'augmenter nos contrats. Même si on est dans une forme de mutualisation, ça ne peut pas toujours être les mêmes qui payent pour les autres. Donc, à un moment donné, et puis, à force de faire ça, on a tous les bons risques, je dirais, qui s'en vont et on garde tous les mauvais. Donc, à un moment donné, on est obligé de travailler sur cet équilibre. Alors, on essaye de le faire petit à petit, hein, parce qu'on a un modèle où il va falloir faire accepter le vrai coût des mutuelles, hein, aux entreprises, ce qui n'est pas simple, parce que pendant longtemps, en fait, elles ne se sont pas rendues compte de ce que ça nous coûtait. Et puis, à côté de ça, alors nous, on a de la chance, on a une mission sociale. Quand je dis mission sociale, l'argent qu'on a en termes de rentabilité ou qu'on avait, on a encore un petit stock qu'on a, on le verse pour aider les salariés de nos entreprises clientes en difficulté. Là, on a une aide concrètement via notre mutuelle, parce qu'on est aussi mutualiste, qui aide les individus, des contrats individuels, à prendre en compte la hausse des cotisations. Donc c'est un forfait de tant d'euros qui permet de compenser la hausse des situation de difficultés particulières. Ceux qui sont en situation ce que je vous propose, c'est vous allez nous dire un mot sur la performance, la mesure de la performance chez vous par rapport à cette notion qui évolue de la performance. Puis je me tournerai vers Maurice Thévenet pour qu'il dise en un mot ce qu'il a marqué de surpris de vos trois interventions. Et puis vous aurez ceux qui veulent questionner ou réagir, préparez-le parce que on le fera tout de suite après. Donc en quelques mots, parce qu'on se rapproche quand même un peu de la fin, sur cette notion de performance, est-ce qu'aujourd'hui vous travaillez d'abord à une vision de la performance, parce qu'il faut avoir une vision avant de la transformer en indicateur ou en méthodologie. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à la salle? Alors, sur la performance, pour reprendre vraiment, on adresse les sujets de bien commun à travers trois dimensions. Le cœur business, donc ça c'est la performance, comment on va aider les entreprises à travailler leur performance sociale.
dans notre modèle opérationnel. Donc c'est comment on est vertueux en termes d'éthique, de transparence, d'empreinte environnementale, etc. Et puis en termes de gestion d'actifs, c'est-à-dire qu'on a aussi, en tant qu'investisseur, parce qu'on a 45 milliards d'actifs sous gestion, donc on peut avoir un vrai impact en matière d'investissement socialement responsable. Et puis sur le plan sociétal, on a plus de 100 millions d'euros chaque année qu'on verse à des projets associatifs ou de l'innovation sociale sur le handicap, le cancer, les aidants, le bien vieillir. Donc Vous avez entendu, la salle, ceux que ça intéresse, c'est quand même des chiffres qui ne sont pas négligeables. Donc et ça fait partie de notre modèle, c'est-à-dire que c'est en dehors de l'aspect concurrentiel. Donc c'est extrêmement important, c'est notre modèle opérationnel. Alors sur la performance sociale, pour revenir sur le cœur business... Enfin, moi j'ai dit performance, je n'avais pas dit sociale. Il n'y a pas marqué une autre idée de la performance sociale, une autre idée de la performance. Alors, donc là, vous ciblez sur la notion de performance sociale. Parce que nous, c'est notre métier. Et donc, dans notre cœur business, comment on évalue notre performance? C'est comment on évalue notre façon d'accompagner les entreprises à développer leur performance sociale. Alors c'est vrai qu'un assureur, il n'est pas là uniquement pour proposer des contrats d'assurance santé, prévoyance les plus adaptés. On accompagne aussi nos entreprises à travers des services pour les aider justement à améliorer leur performance sociale. Et comment on le fait et comment on le mesure surtout, parce qu'il s'agit de performance, on le mesure à travers une question simple, barométrique, qu'on pose aux entreprises clientes, c'est est-ce que Malakoff Humanis vous aide à améliorer votre performance sociale? Et on voit, la réponse c'est oui ou non, c'est binaire. Voilà, et on voit d'année en année si cette question-là, alors c'est encore du déclaratif, mais on va plus loin que simplement parler de satisfaction client, on va plus loin que simplement de se dire est-ce que nos services sont utilisés ou pas, on essaye d'appréhender cette notion d'impact réel. Merci beaucoup. On y reviendra peut-être. Maurice Thévenet, donc vous, qu'est-ce que vous avez envie de retenir des trois entreprises qui ont présenté leur approche du sujet? Écoutez, deux choses. Je crois que, premièrement, on ne se mettra certainement pas tous d'accord sur une définition qui nous est proposée sur bien commun. En revanche, ce que les trois témoignages montrent très bien, c'est combien on ne se situe pas, on ne peut pas raisonner sur entreprise au singulier. Dans la présentation, notre chère ICPSEC, elle s'appelle entreprise, mais avec un S, parce que tous les témoignages qu'on a là montrent bien comment c'est au sein de chaque entreprise qu'il y a un vrai travail à effectuer sur la performance que l'on veut générer en termes de quelle contribution on veut avoir à ce qu'on appellera bien commun ou autre chose. Et c'est sans doute là une des utilités de ce concept-là, la nécessité du travail qui consiste à le définir, à se fixer des objectifs, et en fonction du type de statut dans lequel on se trouve, enfin, je pense soit au mutualisme, soit bien évidemment au SCOP, dans la situation très 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 particulière, historique, je dirais, d'un service public, originellement comme la Poste. Donc ça montre bien la nécessité de faire quelque chose en interne là-dessus qui ne peut pas être imposé de l'extérieur. Puis il y a une deuxième remarque que je voudrais faire, parce que ça a été souligné par plusieurs intervenants et par vous-même. Il y a certainement un lieu où la nécessité de s'interroger sur la contribution de l'entreprise est totalement évidente. C'est quand même bien au niveau du territoire. C'est pour ça qu'au niveau de la chaire, nous, cette année, on a décidé, avec l'aide de Caroline Véran, qui est ici dans la salle, de consacrer notre programme de recherche de cette semaine justement à la responsabilité, à l'ancrage territorial, parce que s'il y a un lieu où cette contribution de l'entreprise peut se repérer, se mesurer, se définir, c'est bien à ce niveau-là. Les notions d'empreinte, qui sont aussi des mots utilisés, le territoire, enfin, c'est sûr qu'il y a une empreinte territoriale, et ces choses-là, compte tenu aussi peut-être de l'approche de la mondialisation qui est pas la même qu'il y a 5 ans. Je pense que le territoire, effectivement, devient essentiel. Alors, à vous, moi j'aime bien que la salle puisse parler, en général, quand j'anime quelque chose. Donc, vous avez un micro, donc devant à droite, là, enfin à ma droite à moi. Bonsoir, je suis salariée d'une coopérative, d'une grande coopérative, avec 26 ans d'ancienneté. Je suis engagée dans une fondation d'entreprise
Et j'ai 2 questions à vous poser. Je les ai notées pour faire court. Existe-t-il un plan d'action des entreprises qui, aujourd'hui, autour de la table, sont plutôt vertueuses pour répondre concrètement à des enjeux d'éco-citoyenneté, d'emploi, de contribution, qui sont, elles, respectueuses de nos environnements. Ça, c'est la première question. Et peut-on envisager que ces entreprises ou ces communautés d'entreprises plus vertueuses soient encouragées, privilégiées par les pouvoirs publics face à des sociétés qui ne pensent qu'au profit et à l'optimisation fiscale, au détriment du bien commun? Alors, c'est la première question. Plan, la planification redevient à la mode, c'est intéressant. Le mot plan, qui était plutôt banni, maintenant redevient un mot tendance. Est-ce que quelqu'un veut répondre à ça? Est-ce que ça s'inscrit dans un document un peu stratégique, Muriel, peut-être? Oui. Alors après, c'est multicomposant, hein. On va parler de formation, d'employabilité, on va parler de conditions de travail, on va parler d'ascenseur social, parce que la Poste, c'est 500 ans de pratique d'ascenseur social, hein. En général, on y rentrait un peu par hasard, on n'y restait pas par hasard. Et donc, on a nous-mêmes un sujet de marque employeur à opérer et cet ascenseur social à faire vivre. Pour aller vite et laisser à tout le monde le temps de répondre, sur le deuxième point, surtout pas. Surtout pas. Le deuxième point, c'est est-ce que finalement la puissance publique donne des avantages et moi, je dis surtout pas. Les sujets dont on parle, ce sont des choix d'entreprise, hein, ce sont des choix d'alignement, parce que dans ce chemin vers, par exemple, une raison d'être et l'étape d'après, le statut d'entreprise à mission, il y a d'abord une convergence des parties prenantes. C'est comme ça que ça marche, hein, où on débat. Comme tu disais, Hugues, on a parlé de on dit bien commun, on dit pas bien commun, où on débat et où on fait cette convergence. Et c'est quelque chose qui ne nécessite pas de boost particulier. Parce que derrière, on en fait aussi des éléments identitaires, d'accès au marché, d'identification de la part des clients, des investisseurs. Et on doit y trouver un équilibre par soi. Est-ce que les autres intervenants partagent ce point de vue, le compléter? C'est-à-dire, si je caricature, il n'y a pas besoin d'un label de type entreprise à mission avec des indicateurs, et auquel cas j'aurais des avantages fiscaux ou un certain nombre d'avantages. Vous partagez le point de vue de Muriel ou je sens que ça, on réfléchit là. Non, mais... c'est parce que la question qui est posée par quelqu'un qui est d'une grande coopérative auquel j'appartiens aussi, donc c'est pour ça que c'est juste pour pas monopoliser. Mais bien évidemment, encore une fois, le surtout pas, je le partage. C'est-à-dire que, encore une fois, on fait pas ça pour aller profiter ou aller effectivement vivre sur d'autres orientations qui sont celles. On construit quelque chose et on veut effectivement, encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, on veut que tout ce que l'on a engagé, toute cette histoire se poursuive en essayant de donner du sens et de garder du sens, de garder une cohérence avec l'ADN et avec ce qui nous a été confié. Le deuxième sujet, pardon, excusez-moi, c'est juste le fait de dire, encore une fois, et je crois qu'on l'a tous, beaucoup de gens créent des fondations, ont des activités de mécénat. Mais là aussi, c'est pareil. Encore une fois, il y a mécénat, il y a fondation. Et c'est vrai que dans la nature même des engagements que l'on prend au sein de nos activités de mécénat, au sein de nos fondations, on retrouve là aussi le sens du bien commun. Et ce n'est pas simplement effectivement des opérations de type marketing. Et je crois que ça aussi, c'est des éléments qui nous caractérisent tous. Je me tourne vers la salle pour savoir s'il y a encore une autre demande de parole. Apparemment non. Juste en concluant, je voudrais demander à ceux qui le veulent, dans cette idée de performance, il y a quand même ce qui s'appelle la grande démission aux États-Unis. Enfin, je pense qu'on est rentré dans une phase d'interrogation par rapport au travail, et en particulier de la jeunesse, qui est quand même incroyable. Hein, non, pas que, je dis en particulier, mais
mais pas que. Et donc, une envie de quitter les entreprises à partir du moment où on n'y trouve pas ce qu'on y cherche. Et même si on y trouve, on n'y reste pas forcément très longtemps. C'est quand même... Enfin, moi, je trouve vertigineux les informations que je reçois sur ce qui se passe à l'heure actuelle. Par rapport à quelqu'un comme moi, est-ce que j'ai vécu? Est-ce que vous ne pensez pas que cette notion de bien commun, de performance, doit aussi intégrer ça? C'est-à-dire, c'est une façon pour vous, peut-être, de trouver des collaborateurs, de les garder un peu plus. Et si on ne le fait pas, c'est pour ça que je dis en particulier les jeunes, ils fichent le camp. Donc, est-ce que vous intégrez ça? On l'a peu évoqué, peut-être que tu l'as fait un peu, Youssef, mais finalement, en termes de stratégie de gestion de ressources humaines, ces sujets-là font aussi partie d'une stratégie de gestion des ressources humaines. Peut-être Anne? Oui, tout à fait d'accord. Et on essaye vraiment de développer notre marque employeur autour de ce sujet pour expliquer quelle est notre mission et quelle est notre contribution. Après, je pense que des grosses entreprises comme les nôtres, qui sont plus difficiles à faire bouger, avec des décisions qui sont peut-être plus longues à prendre, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'elles ne font pas rêver les jeunes qui ont envie de sociétés peut-être plus petites, plus agiles, ou alors plutôt des démarches plutôt entrepreneuriales. Donc on sent plutôt que c'est dans la façon d'opérer, peut-être les process, la difficulté de ces grands groupes à se mouvoir et à se transformer, qui peut-être crée du désengagement au-delà de, effectivement, parce que la recherche de sens et de bien commun, c'est pas tous les jours qu'on le vit, même chez Malakoff Humanis, même si on a une super belle boîte et qu'on a une mission nativement sociale et qu'on peut être très fier de ce qu'on porte au quotidien. Voilà. Ouais. On pourrait presque rajouter le mot être entre bien et commun, le bien-être commun, parce que c'est aussi une recherche de bien-être dans le travail. Enfin, c'est ce que je ressens aujourd'hui. Muriel, un mot, puis on a une banque qui est entreprise à mission, qui a défrayé la Banque Postale. Oui, la Banque Postale. Et qui a notamment été très visible il y a quelque temps, puisqu'elle a renoncé, c'est la première à avoir renoncé aux énergies fossiles, et annoncé son renoncement aux énergies fossiles, au financement des énergies fossiles. C'est la première aussi qui a eu une trajectoire carbone validée SBTI, donc validée par la science, et qui n'a pas de mal à recruter, ni des clients, ni des collaborateurs. Pour moi, le gros sujet, j'aimerais, je ne sais pas si les équipes qui organisent Produrable, mais peut-être qu'on pourrait imaginer un sujet comme ça. Pour moi, la grosse question maintenant, c'est plutôt que la grande démission, c'est le découplage, le grand découplage. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va mesurer la croissance de manière telle à ce que nous ne soyons pas obligés de parler de décroissance en termes de dilemme, parce qu'une entreprise qui parle de décroissance, ça, c'est vraiment compliqué à faire vivre. Je ne sais pas si c'est ce que vous vivez en tant que manager, si c'est ce que vous vivrez en tant que manager ou patron pour les plus jeunes d'entre vous, mais ce couplage entre croissance telle qu'elle est mesurée aujourd'hui, c'est-à-dire sans internaliser les externalités, c'est ça ce que je veux dire, et l'activité négative de l'entreprise, c'est un sujet qui est, à mon sens, extrêmement compliqué. On s'y essaie. Je pense, et ce n'est pas le lieu qu'on pourrait partager sur ce que la Poste fait en la matière, mais pour moi, c'est ce sujet du grand découplage et de la mesure de la performance, à ce titre, est vraiment un gros sujet. Maurice Thévenet, vous avez ouvert, il vous appartient de conclure. Bon. Oui, non, mais deux remarques là-dessus. Première remarque sur les phénomènes que vous évoquez. Bon, j'ai un petit peu de prudence, si vous voulez, surtout que je suis prof, donc je sais surtout prévoir a posteriori. En fait, c'est mon métier. Donc, moi, je pense que sur ces phénomènes que vous évoquez, il faut être prudent. Quelle est leur durabilité? Soyons très, très prudents. Après, il y a un deuxième phénomène, deuxième chose qui paraît importante, c'est que la grande question qui se pose, je dirais, aux entreprises, c'est pas d'essayer de répondre à des attentes qu'on ne sait pas mesurer. La grande question, c'est quelle est la qualité de l'expérience qu'on peut avoir quand on bosse. C'est ça la vraie question. Et on n'y répondra pas simplement avec du baby-foot et des after du before. Il y a peut-être des enjeux là derrière, des réflexions à avoir autour de cette expérience, autour par exemple du mode d'organisation du travail, au niveau de la gestion quotidienne du travail, qui sont, à mon sens, ce sont des sujets qui sont devant nous et qui ne sont pas derrière. Merci beaucoup à nos intervenants. Là, on va arrêter la partie à la tribune. Je pense que si vous avez envie de vous approcher de tel ou tel des intervenants, c'est le moment de le faire. Merci de votre écoute et à la prochaine.